On n'est reparti que le lendemain. Tous ont pris leurs rames et ils ont ramé encore, de toute leur force. Oh, Héraclès, lui, il avait plus de force que tous les autres. Il a ramé tellement fort qu'il en a cassé une rame. Alors, on s'est arrêté au bord d'une île. Héraclès est descendu pour chercher un chêne et pour se refaire une rame. Il est descendu avec son ami. Pendant qu'il cherchait un beau chêne et qu'il l'arrachait et qu'il se construisait une rame toute neuve, son ami, lui, se promenait. Il est passé près d'une fontaine. Près de cette fontaine, il y avait quelques nymphes charmantes. L'ami d'Héraclès était beau, charmant. Les nymphes se sont approchées du jeune homme, l'ont entouré, ont commencé à bavarder et le jeune homme a plongé dans la fontaine à la suite des nymphes. Alors, quand Héraclès a eu terminé sa rame toute neuve, il a cherché son ami, ne l'a pas trouvé, il a appelé encore, il a appelé pendant toute la nuit, il a cherché pendant toute la nuit. Au petit matin, Héraclès est passé près d'une fontaine. Une feuille de frêne flottait sur l'eau claire. Héraclès a compris que son ami avait disparu, alors il est allé vers le bateau, vers l'Argo. C'est là qu'il s'est aperçu que les Argonautes étaient partis. Le bateau avait disparu. Il fallait faire vite pour reprendre la toison d'or. Alors Héraclès s'est construit un radeau avec quelques chaînes qu'il a arrachées et lui est reparti vers ses travaux, vers Mycène et chez Eurysthée. Il n'ira jamais en Colchide avec l'Argo. Les Argonautes ont continué. Ils ont ramé encore. Et un peu plus tard, ils se sont arrêtés près d'une île. Ils sont descendus du bateau. Sur cette île vivait un drôle de vieillard, Phinée. Il était drôle parce qu'il était tellement maigre qu'il en était presque transparent. Il était aveugle de plus. Ils ont appris qu'il avait eu punition de Zeus pour être là, aveugle et transparent de maigreur. Parce que il avait su trop de choses. Zeus ne lui avait pas pardonné. Zeus l'avait mis sur cette île, mais surtout, il avait mis sur l'île aussi les 3 harpies. Ces monstres femelles, au corps de femme, aux ailes et aux serres et bec d'aigle. Ces monstres femelles qui mangeaient tout ce qu'elles trouvaient. Ce qui fait que lorsque le pauvre Phinée se préparait un peu à manger, les 3 harpies arrivaient et lui volaient tout ce qu'il avait préparé. Il ne pouvait jamais rien manger. Il était maigre, le pauvre vieux Phinée. Alors Castor et Pollux ont décidé de chasser les harpies. Castor et Pollux les ont attendus après avoir préparé un repas, soi-disant pour Phinée. Quand les harpies sont arrivées, Castor et Pollux se sont envolés derrière elles. Ils le pouvaient. Et les poursuivants ont volé à tire d'aile. Ils auraient encore continué si Hermès n'avait tout arrêté. Hermès, le dieu des messages, le dieu des dénouements. Il a demandé au Dioscure, Castor et Pollux, de ne plus poursuivre les harpies. Mais surtout, pour ce faire, il a promis qu'il empêcherait les harpies de jamais revenir sur l'île de Phinée, de le laisser tranquille, le pauvre vieux Phinée. Alors les harpies se sont envolées, Castor et Pollux sont revenus sur l'île de Phinée, et Phinée a mangé. Et puis, il a remercié.
Pour remercier, il a donné conseil aux Argonautes. Il leur a expliqué que le lendemain, ils arriveraient près de 2 rochers, des drôles de rochers. Les Grecs racontaient que c'étaient des rochers qui flottaient sur la mer, d'énormes rochers bleus qui flottaient l'un vers l'autre et se fracassaient l'un contre l'autre, et puis se reculaient et revenaient l'un vers l'autre à nouveau. Alors, il fallait faire attention. Phinée a offert aux Argonautes une colombe. Quand ils arriveraient en vue des rochers bleus, il faudrait l'envoyer dans le ciel. Elle volerait, elle essaierait de passer. Si elle y arrivait, le bateau pourrait passer. Mais sinon, si jamais la colombe était écrasée, Phinée leur a dit que là, il fallait renoncer. Il n'y avait pas d'autre moyen pour passer. Ils ne pourraient jamais aller en Colchide. Le lendemain matin, l'argot est parti. Ils ont ramé et tout à coup ils ont aperçu 2 masses énormes, bleutées. C'étaient les rochers dont Phinée avait parlé. Ils voyaient bien les rochers s'approcher, et tout à coup, lorsqu'ils se sont cognés, le fracas fut tellement fracassant que la mer et la terre ont tremblé. Alors ils ont envoyé la colombe. La colombe s'est envolée, les rochers se séparaient et puis commençaient à nouveau à se rapprocher. Et la colombe volait à tire-d'aile, vite, dans l'entre-deux. Mais tout à coup, les rochers se sont cognés, se sont fracassés. Le ciel, la terre et la mer en même temps ont tremblé. La colombe avait juste perdu une plume, la plus longue de sa queue. Elle était passée. Alors eux aussi ils pouvaient passer. Vite, ils ont ramé de toute leur force. Ils ont bien vu les rochers s'approcher vers eux. Mais ils continuaient, braves, fiers et courageux. Et tout à coup, ils ont entendu, juste dans leur dos, les 2 rochers se fracasser. Ils venaient de coincer, d'écraser la plus longue poutre. La poutre de la poupe. Mais le bateau était passé. Ils pouvaient continuer. Ils n'avaient qu'à changer de poutre. Et ils étaient sauvés. Alors ils ont continué. Et ils sont arrivés en Colchide. Jason est descendu seul du bateau. Jason est entré seul dans le palais d'Ayétès. Ayétès le roi l'a accueilli, accompagné de sa fille, la belle Médée. Le regard de Médée a croisé le regard de Jason. Le regard de Jason a croisé le regard de Médée. Les 2 cœurs se sont mis à battre. Jason a expliqué qu'il devait obtenir la toison d'or pour pouvoir redonner son royaume à son père, qui avait été trahi par son oncle. Ayétès était fourbe, Ayétès a accepté. Il a simplement dit qu'il y avait une petite chose à faire avant. Le lendemain matin, Jason entrerait sur le stade de la ville, et là, il aurait à dompter 2 taureaux, un peu gros, et puis à les obliger à creuser 2 sillons parallèles, traversant le stade. Puis Ayétès a tendu à Jason des dents de dragon. C'était un dragon qui venait d'Arès, le dieu de la guerre. Il les lui a donnés
en ajoutant qu'il devait les semer dans les sillons creusés par les taureaux. C'était tout ce qu'il lui demandait. Ça n'était pas très compliqué. Puis ils ont soupé, puis Jason est allé se coucher. Mais cette nuit-là, Médée est venue trouver Jason. Il lui a expliqué que son père était fourbe, que ce qu'il lui avait demandé était infaisable. Elle lui a expliqué que les 2 taureaux étaient gros, oui, mais surtout que de leurs naseaux, ils crachaient le feu. C'étaient les taureaux qui gardaient la toison d'or, avec des sabots d'airain. Alors, elle lui avait apporté un petit pot dans lequel il y avait un onguent. Il fallait que Jason se recouvre de cette pommade. Ainsi, il serait protégé, il ne serait pas brûlé par le feu des taureaux. Mais ainsi, il pourrait faire creuser les sillons, alors il fallait semer les dents du dragon. Ça, c'était encore autre chose. Quand les dents seraient semées, de la terre, il pousserait quelque chose. Pas du blé, non. Des guerriers par centaines, par milliers, tout casqués, tout armés. Et ces guerriers le tueraient si elle n'avait apporté une petite pierre d'onyx toute noire qu'elle lui a tendue. Elle lui a expliqué que quand tous les guerriers auraient poussé, il devrait jeter la pierre juste au milieu. Ça l'aiderait. Les mains de la belle Médée brûlaient. Les yeux du beau Jason chantaient. Médée est repartie. Et le lendemain matin, après s'être recouvert de l'onguent de Médée, Jason est entré dans le grand stade de la ville. Toute la ville était là pour le regarder. Par la porte du côté du levant est entré un taureau, énorme, de la taille de 3 taureaux ordinaires, de la taille du taureau de Crète. Par la porte du couchant, un second taureau, de l'autre côté. Jason était au milieu, il attendait. Jason était bien là, sur ses 2 pieds. Quand les taureaux se sont approchés, il les a attrapés par les cornes et il n'a pas bougé. Le grand Jason. Ses muscles ont roulé sous sa peau, mais il n'a pas bougé. Il n'a pas été brûlé. Alors les taureaux lui ont obéi. Les taureaux, côte à côte, ont creusé chacun un sillon bien droit, tout à travers le stade. Quand tout a été terminé, Jason a renvoyé les monstres, et puis il a pris les dents de dragon qu'Aïétès lui avait données, et il les a semées. Il avait tout terminé quand le soleil vint à la verticale. Alors il s'est assis et il a attendu, patiemment. Au bout de quelques instants, il a aperçu jaillir de la terre un casque de guerrier, puis une lance et un casque et des guerriers entiers qui poussaient par centaines, par milliers. Ils étaient là, ils sortaient de terre, toute une armée. C'est bien simple, quand le soleil allait se coucher, il y en avait 1000 et 1000 qui le regardaient, le fier Jason. Quand les guerriers se sont approchés de lui, l'air menaçant, alors Jason a pris la petite pierre d'onyx et l'a jetée juste au milieu d'eux. La pierre a touché la joue d'un guerrier qui a cru que c'était son voisin qui l'avait frappé et qui lui a rendu. Alors le voisin, bien sûr, s'est battu, mais un 3e s'en est mêlé. Bref, tous les guerriers se sont entretués. Tous! Même le dernier. Lui, maladroitement, il s'est empalé sur sa lance. Pauvre guerrier. Jason avait devant lui un champ
de dépouilles de guerriers. Il avait gagné grâce à Médée. Aïétès a reconnu. Aïétès s'est douté que sa fille l'avait aidé, mais il n'a rien dit. Ils ont fêté ce soir-là. Aïétès avait promis que le lendemain, Jason repartirait avec la toison d'or. Mais cette nuit-là, Médée est venu trouver Jason et lui a expliqué que jamais son père ne lui donnerait cette toison. Jamais. Il avait même prévu de mettre le feu à l'Argo et de tous les tuer. Médée était là pour endormir le dragon, gardien de la toison, et pour partir avec Jason. Alors, tous deux, ils sont allés vers le champ où la toison d'or était clouée. Médée a pris des herbes qu'elle avait préparées, elle les a placées sur les yeux du dragon qui s'est instantanément endormi, couché. Elle a attrapé la toison d'or, elle l'a offerte à Jason. Ensemble, main dans la main, ils sont montés sur l'Argo avec tous les autres argonautes. Ils sont partis et ils ont ramé de toute leur force. Il fallait faire vite. Ils savaient très bien qu'ils allaient être poursuivis. Il est vrai que le lendemain matin, quand Aïétès s'est aperçu que la toison d'or avait disparu, et Jason aussi, et sa fille Médée, il est entré dans une colère. Il a fait préparer 2 bateaux. Le plus rapide, il y a fait monter son fils. L'autre, il y est monté lui-même. C'est ainsi que le frère de Médée est parti poursuivre sa sœur, pour la rattraper. Il est vrai qu'il allait vite, ce bateau-là. Un peu plus tard, Médée aperçut à l'horizon un petit point. Elle reconnut les voiles fraternelles. Alors, elle a ordonné aux argonautes de s'arrêter de ramer. Le bateau s'est immobilisé. Le navire de son frère s'approchait. Médée a proposé à son frère d'aborder et de monter sur son bateau. Elle avait un drôle de sourire, Médée. Elle aimait Jason. Médée l'a révolté. Son frère est monté. Alors, Médée s'en est approchée, elle tenait une épée à la main, et elle l'a égorgé et coupé en morceaux. Et tous ces morceaux, elle les a jetés sur la mer. Elle savait ce qu'elle faisait. Son père allait trouver les morceaux. Et vite, elle a ordonné aux argonautes de partir à plus grande vitesse possible. Il est vrai qu'Aïétès, quand un peu plus tard, il a aperçu sur l'onde le bras de son fils, il a fait arrêter son bateau et il l'a attrapé. Un peu plus loin, il y avait une jambe. Il est allé la chercher. Et c'est ainsi qu'il ramassa tous les membres épars du frère de Médée. Mais c'est ainsi aussi qu'avec ce retard, Aïétès perdut tout espoir de rattraper l'Argo. Même, il y renonça. Et il repartit en Colchide. Seulement, Médée avait tué. Pour Jason, qu'elle aimait tant. Jason lui promit de l'épouser. Mais il fallait que Médée se fasse purifier. Il fallait aller chez Circé, la magicienne, pour se faire purifier. Ils étaient encore sur la mer Noire, un peu à l'ouest de la mer Noire, quand tout à coup, ils aperçurent l'embouchure du Danube. Médée eut l'idée, une idée folle, de rejoindre la Méditerranée par le nord, par le grand fleuve le Danube. Et c'est ainsi que l'Argo a commencé à voguer sur ce fleuve long. Ils ont ramé
sur l'eau douce plutôt que sur l'eau salée, jusqu'à la source du Danube. Là, il y avait les terres, alors ils ne pouvaient plus avancer, et pourtant si. Les argonautes sont descendus, ils ont pris leur bateau sur leur dos, et ils ont marché jusqu'aux sources du Rhin, et puis encore et jusqu'aux sources du Rhône, pour descendre jusqu'à la Méditerranée. Pour voguer jusqu'à la Méditerranée et pour rejoindre le pays de Circé. Ils y sont arrivés chez Circé qui a purifié la belle Médée. Et puis Jason aussi, parce qu'il l'avait accompagnée. Et puis l'Argo a continué. L'Argo, un peu plus tard, comme Circé les avait prévenus, est passé à une contrée inquiétante. Tout à coup, tout est devenu silencieux, ils ont compris. C'était là où chantaient les sirènes. Alors vite, Orphée a pris sa lyre et il a chanté à toute voix. Et ainsi, les marins de l'Argo n'ont pas entendu le chant terrible des sirènes. Aucun n'a plongé. Le bateau a continué. Il est passé près de Charybde et Scylla, mais ils ne sont pas tombés. Et puis il a continué encore. Il ne s'est pas beaucoup arrêté, juste une fois, près de l'île de Crète. Là, Médée connaissait le gardien de l'île de Crète. Ce gardien, c'était un drôle de gardien puisque c'était un robot en airain que Zeus avait offert à Europe quand il l'avait prise pour épouse, Talos. Talos gardait l'île de Crète et empêchait d'aborder. Seulement Médée savait que Talos avait une faiblesse. À la cheville, il y avait une petite veine par laquelle il pouvait perdre vie. Et Médée, pourquoi l'histoire ne le dit pas, Médée a fait chuter Talos. La veine de la cheville du robot a rompu. Talos a titubé. Il s'est couché. Il était mort. Alors l'Argo a continué. Il a continué jusqu'à Iolcos. Jason avait la toison d'or à donner à son oncle. Et il avait bien l'intention de reprendre le royaume pour le rendre à son père. Quand il est arrivé, il a compris que son oncle ne voulait pas lui redonner le royaume. Mais il a aussi compris que son oncle avait obligé son père à se suicider. Alors Jason est entré dans une colère terrible, mais c'est encore Médée qui l'a aidé. Médée la magicienne. Médée la toute bonne. Médée l'amoureuse. Elle est allée voir les cousines de Jason, les filles de son oncle, et elle leur a expliqué que leur père était un peu vieux, et que elle, Médée, elle était magicienne, et elle était capable de redonner jeunesse à qui elle voulait. Les filles n'ont pas cru Médée. Ah, elle ne la croyait pas. Eh bien, elle allait leur prouver. Elle a fait demander un bouc plus vieux que vieux. Ils en ont trouvé un qui n'avait plus qu'une dent. Une oreille était déjà tombée tellement il était vieux. Alors elle a fait venir un chaudron. Dans le chaudron, elle a fait mettre de l'eau. Sous le chaudron, elle a fait mettre du feu. Et dans l'eau bouillante, elle a jeté les morceaux du bouc qu'elle avait coupés en morceaux. Elle y a ajouté quelques herbes qu'elle avait préparées. Elle a dit quelques mots
obscure, et tout à coup, de l'eau bouillante, elle a ressorti un chevreau, un beau petit chevreau tout blanc, tout neuf. Alors, elle devait les croire, les filles du roi traître. Elles ont cru. Médée leur a même proposé d'aller elle-même chercher leur père. Elle leur a même tendu son épée pour le couper en morceaux et puis le jeter dans le chaudron. Et les filles y sont allées. Elles ont ramené leur père. Elles l'ont coupé en morceaux, elles ont jeté tous les morceaux dans le chaudron et elles ont attendu. Seulement, Médée avait disparu. Médée n'a pas dit les paroles obscures. Médée ne reviendra jamais. Les filles, si elles ne sont pas mortes au jour d'aujourd'hui, attendent encore la jeunesse de leur père. Médée, elle, est repartie avec Jason. Jason avait promis. Jason l'a épousée. Ils eurent 2 beaux enfants. Tout était bien. Tout était bon. Jusqu'au jour où une dernière calamité est passée par là. Jason aperçut une jeune fille, belle comme le lever du jour. C'était la fille de Créon. Le regard de Jason se détourna de Médée, qui pourtant lui avait tout donné. Jason la répudia pour épouser la fille de Créon. Alors Médée mit son poing dans sa bouche pour ne pas hurler. Médée lui avait tout donné. Elle avait trahi son père, elle avait tué son frère, elle avait quitté son pays, et puis elle lui avait donné 2 beaux enfants. Ah non, elle ne pouvait pas accepter. Il lui fallait tuer pour oublier. Elle prépara une chemise de noces pour la petite fiancée. Une belle petite chemise, toute brodée. Mais quand la pauvre enfant mit cette chemise sur son dos, elle brûla tout entière, parce que un poison entrait dans ses veines, un poison fabriqué par Médée la magicienne. Elle brûla, et tout brûla, le palais de Créon et le roi. Maintenant, il fallait que Jason n'oublie jamais. Elle s'est fait louve, Médée. Pour qu'il n'oublie pas, elle a tué ses 2 enfants. Elle les a tués. Elle, qui lui avait tout donné. Et puis elle est partie sur le char d'Hélios, tiré par 4 chevaux ailés. Plus tard, elle a rejoint Égée, à la ville d'Athènes, et lui a donné un fils. Mais la belle Médée, elle, n'a jamais oublié. Tout ça à cause de Pandora, qui a ouvert la boîte des calamités. Tout ça qui fut quand même traversé par des histoires d'amour et qui se termina par de la tragédie. C'est ce que les Grecs racontaient il y a 2000 ou 3000 ans.